Alors, il s'agit maintenant d'étendre l'indépendance, non pas ne pas simplement limiter l'indépendance à deux variables aléatoires, mais l'étendre à n variables aléatoires, définies évidemment sur le même espace probabilisé. Et pour ça, on va, comme dans le petit paragraphe précédent, faire un rappel, hein, puisqu'on va évidemment s'appuyer sur des définitions qu'on a déjà données, dans le cadre d'espaces probabilisés sans qu'on prenne en compte des variables aléatoires. Donc on avait donné la définition de la mutuelle indépendance de n événements. Donc si je prends n un entier supérieur ou égal à 2, évidemment pour ce qu'on ait au moins deux événements, on dit que les événements A1 à n sont mutuellement indépendants si je me donne un sous-ensemble des indices, c'est-à-dire si je prends un nombre d'indépendants quelconque, un nombre d'événements quelconques parmi ces événements-là, la probabilité de leur intersection est égale au produit des probabilités des événements associés. Donc il s'agit de s'appuyer maintenant sur ce rappel, sur cette définition d'événements mutuellement indépendants, pour définir la notion de variables aléatoires mutuellement indépendants ou indépendantes. Hein. Très souvent, le mot mutuellement ne sera pas accompagné de mutuellement, mais quand on parle d'indépendance d'une suite de variables aléatoires, il s'agit bien d'indépendance mutuelle. Le mutuel sera évidemment toujours sous-entendu. Par contre, on peut aussi avoir de l'indépendance 2 à 2, et ça n'est pas la même chose. Hein. On sait que l'indépendance mutuelle implique l'indépendance 2 à 2, mais que la réciproque, on en a donné des contre-exemples dans le chapitre précédent, est fausse. Donc, allez, il est temps de généraliser. On peut donc citer la définition numéro 31 en s'appuyant sur ce que j'ai rappelé. Si je me donne n variables aléatoires indépendantes qui sont définies sur le même espace probabilisé oméga p, ces n variables sont dites mutuellement indépendantes lorsque, en prenant n éléments dans chacun des supports de ces variables aléatoires, hein, ici il s'agit d'un produit cartésien, hein, donc cela signifie que petit x1 appartient à x1 de oméga, petit x2 appartient à x2 de oméga, petit xn appartient à xn de oméga, donc on prend un élément dans chaque support, et bien la famille d'événements qui est constituée par ces n événements est formée d'événements mutuellement indépendants. C'est-à-dire que pour cette famille d'événements, on a la propriété qui est indiquée ici. Donc on définit l'indépendance, la mutuelle indépendance des variables aléatoires avec la mutuelle indépendance des événements qu'on a vu dans le cours précédent et qu'on a déjà utilisé dans le cours précédent. Rappelez-vous, on avait vu un exemple hein, où on montrait que dans un cadre arithmétique, certains événements étaient mutuellement indépendants. Alors, il faut bien comprendre que cette mutuelle indépendance, c'est assez rare qu'il faille la démontrer. À vrai dire, je vous ai dit, moi, dans tous les exemples que j'ai vus dans les concours, la seule fois où j'ai été contraint de démontrer de la mutuelle indépendance, c'était dans le cas de l'exercice que je vous ai donné. Donc, c'est extrêmement rare. C'est plutôt une hypothèse qui est faite sur le modèle aléatoire que l'on observe. La plupart du temps, on va dire que les tirages sont indépendants. Donc, ça veut dire que les événements qui sont définis par rapport au tirage sont également indépendants. Donc c'est plutôt une hypothèse sur le modèle que quelque chose que vous aurez effectivement à vérifier dans la pratique. La proposition qu'on peut donner maintenant est finalement l'analogue de la proposition, enfin ce qu'était la proposition 28 par rapport à la définition numéro 27, c'est-à-dire une fois qu'on sait que les variables aléatoires sont indépendantes, mutuellement indépendantes, on peut dire que tous les événements qui sont construits à partir de xi, donc les fameux xi appartient à ai, où ai est un sous-ensemble du support de xi, eh bien ces événements-là sont mutuellement indépendants. Donc la mutuelle indépendance des variables aléatoires à la définition concerne uniquement les événements élémentaires associés aux variables aléatoires xi, mais une fois qu'on a la mutuelle indépendance, cette indépendance, elle se propage à ce type d'événements, donc à des événements un petit peu plus larges, même beaucoup plus larges, qui concernent la variable aléatoire xi. Donc on va dire que la proposition 32 est à la définition 31, ce que la proposition 28 était à la définition numéro 27. Donc voilà, hein, par contre cette proposition 32, je ne la démontrerai pas. Ce qui semble plus intéressant, c'est d'apprendre à l'utiliser, notamment dans les exercices. Hein. C'est ce qu'on va s'attacher à faire. On peut faire une remarque suite à la définition de variables aléatoires mutuellement indépendantes. C'est une remarque qui est du même acabit que celle qu'on avait vue dans le cours, la première partie du cours sur les probabilités. On avait vu que des événements qui étaient mutuellement indépendants étaient nécessairement 2 à 2 indépendants.
Bien, on est dans la même situation ici. Si vous avez des variables aléatoires mutuellement indépendantes, alors elles sont évidemment 2 à 2 indépendantes, mais la réciproque est évidemment fausse. Être 2 à 2 indépendants ne garantit pas d'être mutuellement indépendants. On va d'ailleurs voir une application de ce résultat où il suffit d'avoir l'indépendance 2 à 2, donc l'indépendance mutuelle suffira aussi, pour qu'on ait une jolie propriété sur la variance de la somme des variables aléatoires. On va développer ce résultat qui n'est pas écrit dans le programme, mais qui est souvent très utile dans les exercices, qui est un peu technique et qu'il faut savoir redémontrer. Alors pour démontrer ce résultat, donc le fait que si on a des variables aléatoires x1, x2, xn qui sont définies sur oméga, un espace probabilisé fini, et qui sont 2 à 2 indépendantes, alors l'hypothèse est un peu plus faible que les définitions qu'on avait au-dessus, je vous l'ai dit. Donc ça veut dire déjà que si elles sont mutuellement indépendantes, elles seront donc 2 à 2 indépendantes et on aura ce résultat. Mais on va voir que dans la définition, on n'a pas besoin de l'indépendance mutuelle, on a juste besoin justement de l'indépendance 2 à 2, et on va voir déjà à quel moment ça va jouer. Alors pour démontrer ça, je vais utiliser la formule de Huygens. Donc je vais considérer cette variable aléatoire. D'ailleurs, je vais l'appeler S dans toute la suite, ça permettra parfois de peut-être de raccourcir certaines écritures. Et eh bien, je sais que la variance de cette variable aléatoire par la formule de Huygens, c'est l'espérance du carré de cette variable aléatoire moins le carré de l'espérance. Alors, ce qu'il faut savoir faire dans ce genre de contexte, c'est développer les carrés, développer le carré d'une somme de n variables aléatoires. C'est quelque chose qu'il fallait savoir faire dans l'une des calls qu'on a faites dans l'après-midi. Donc là, on va récupérer x1 au carré plus etc. plus xn au carré, donc la somme de tous les carrés, plus les doubles produits. Alors là, 2 fois la somme pour 1 plus petit que i strictement plus petit que j plus petit que n. Inégalité stricte, hein, puisque on développe donc les doubles produits. Donc on prend en compte le produit xi, xj, xj, xi, qui est le même par commutativité du produit des réels. Hein. Donc on a cette relation-là. Et donc si je calcule l'espérance de S au carré, la linéarité de l'espérance va donc donner déjà dans un premier temps la somme pour k variant entre 1 et n de l'espérance des xk carré, plus 2 fois la somme, toujours par linéarité de l'espérance, de 1 plus petit que i, strictement plus petit que j, plus petit que n, de l'espérance de xi, xj. Et comme les variables aléatoires sont 2 à 2 indépendantes, ça signifie que pour i différent de j, ce qui est bien le cas ici puisque i est strictement plus petit que j, l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Donc on peut, grâce à l'indépendance 2 à 2 des variables aléatoires qu'on considère, simplifier cette expression sous cette forme-là. Voilà. Ensuite, par ailleurs, si on calcule ce terme-là, ça va juste être une petite différence dans l'ordre des choses. S, c'est la somme de ces variables aléatoires. Donc on sait que l'espérance est linéaire, donc l'espérance de S, c'est la somme des espérances. Et lorsqu'on passe au carré, eh bien, on va être dans la configuration de développer une somme de carrés. Donc on va obtenir le même genre de résultat en remplaçant les xi par leurs espérances. Donc on va récupérer la somme pour k variant entre 1 et n des espérances de xk au carré, plus les doubles produits, donc 2 fois la somme pour 1 plus petit que i strictement plus petit que j plus petit ou égal à n, de l'espérance de xi fois l'espérance de xj. Donc en fait on s'aperçoit que en travaillant ce terme-là et ce terme-là, les doubles produits sont les mêmes. Et là on voit l'influence décisive du fait que les variables aléatoires sont 2 à 2 indépendantes, ce qui permet de dire que l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Et par conséquent, donc la variance de la variable aléatoire S, comme c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance, ces deux termes-là vont s'éliminer. Il va donc juste nous rester la somme pour k variant entre 1 et n de l'espérance de xk au carré moins l'espérance de xk
le tout au carré. Ça, c'est la variance de xk. Donc on vient bien de démontrer que la variance de la somme de variables aléatoires 2 à 2 indépendances, eh bien c'est bien la somme des variances. Voilà le résultat. Et retenez bien quand même le développement d'un carré, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. On l'a vu apparaître aussi dans d'autres contextes, comme les produits scalaires. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire, qui n'est pas immensément compliqué. Vous avez déjà développé beaucoup de carrés. Il faut être à l'aise avec ce genre de choses. En guise d'application, on va regarder l'exercice numéro 10, où on se donne des variables aléatoires indépendantes, réelles, de même loi. Donc indépendantes, je vous ai dit dans un énoncé, ça a valeur d'indépendance mutuelle. Hein. Et on note la variable aléatoire Sn, c'est la somme des variables aléatoires Y. Et on demande de montrer que pour tout epsilon positif, la probabilité que Sn sur n moins l'espérance de Y1 s'écarte de epsilon ou moins est majorée par la variance de Y1 sur n epsilon carré. Alors quand on regarde cette relation-là, on est frappé par sa ressemblance avec une inégalité type bien-aimé de Chebyshev. Alors la question c'est, est-ce qu'on est vraiment dans le cadre d'application de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev? Donc ce que je peux déjà faire, ça serait déjà de regarder ce que dit cette inégalité de bien-aimé Chebyshev. Cette inégalité, elle dit que la probabilité qu'une variable aléatoire x s'écarte de sa moyenne de plus de epsilon est majorée par la variance de cette variable aléatoire sur epsilon carré. Et ceci, c'est valable pour tout epsilon strictement positif. Donc ça, c'est ce que dit l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Est-ce qu'on est réellement dans le cadre d'application de cette inégalité? Eh bien, il faudrait voir hein, si l'espérance de cette variable aléatoire, c'est le nombre qui est ici. Donc, la première des choses à faire, ça serait de calculer l'espérance de Sn sur n. Alors déjà, par linéarité, ça va être 1 sur n, ça je peux le sortir, fois l'espérance de Sn. Et toujours par linéarité de l'espérance de Sn, c'est l'espérance de Y1, plus, etc., plus l'espérance de Yn. Voilà ce qu'on récupère. Or, on vous dit que ces variables aléatoires possèdent la même loi, c'est-à-dire qu'elles ont le même support et les mêmes probabilités de réalisation pour les événements élémentaires. Et donc, leurs espérances sont toutes égales. Donc, en particulier, on va récupérer que l'espérance de Y1 est égale à l'espérance de Y2 est égale à l'espérance de Yn. Donc, va être égale à n fois l'espérance de Y1, et ça va donc être égal à l'espérance de Y1. Donc ça, c'est parce que Y1, etc. jusqu'à Yn ont la même loi. Donc même support, hein, je vous rappelle que la loi, c'est l'égalité des supports et des probabilités de Yi est égal aux éléments du support. Hein. Donc, ont même loi. Donc on récupère que l'espérance de Y1 est égale à, etc. est égale à l'espérance de Yn. On peut d'ailleurs dire qu'elles ont la même espérance, mais elles ont aussi la même variance. Hein. Et pour les mêmes raisons. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le nombre qui est là, c'est l'espérance de cette variable aléatoire. Ce qui veut donc dire qu'on est complètement dans le cadre d'application de l'inégalité de Chebyshev, de bien-aimé Chebyshev, qu'on va appliquer avec cette variable aléatoire. Donc on applique l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, qui me dit que la probabilité donc que la variable aléatoire Sn sur n s'écarte de son espérance, puisque là on vient de voir que c'est son espérance, de plus de epsilon, est donc inférieur ou égal à la variance de Sn sur n, le tout divisé par epsilon au carré. Donc ça, c'est ce qu'on peut déduire de cette inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Déjà, je vais reporter le calcul de cette espérance pour voir qu'on récupère donc la majoration de la probabilité qu'on désire. Maintenant, il reste à voir si le majorant que j'obtiens ici est le même que le majorant qui est ici. Alors là, on va utiliser une propriété de la variance qu'on avait vue en début de cours, enfin, ça devait être la deuxième ou troisième séance sur les variables aléatoires. C'est que la variable aléatoire d'une constante fois y est égale à a carré fois la variance de y. Donc là, le terme 1 sur n, quand il va sortir au carré.
Donc on va récupérer ici variance de Sn sur n carré fois epsilon carré. Et on vient de voir que la variance de la somme de variables aléatoires 2 à 2 indépendantes, c'est la somme des variances. Donc là, comme les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes, elles sont en particulier 2 à 2 indépendantes. Donc on peut bien appliquer la propriété précédente. Et comme les variables aléatoires y1 et yn possèdent la même loi, elles ont les mêmes probabilités des événements élémentaires et les mêmes supports, donc on récupère que ça va être la variance de y1 plus la variance de y1, etc., plus la variance de y1, c'est-à-dire la variance de y1 fois n. Et donc la majoration qu'on obtient, c'est variance de y1 fois n sur n carré epsilon carré. Une simplification par n nous donne donc cette majoration. Donc on voit que c'est effectivement l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui s'applique, et elle s'applique à une variable aléatoire qui s'écrit comme une moyenne. On a fait en fait Sn sur n, c'est la moyenne de ces variables aléatoires. On adore prendre des moyennes, surtout en probabilité, puisqu'en probabilité, souvent les variables aléatoires ont des grandes fluctuations. La moyenne, elle a au moins le rôle d'atténuer ces fluctuations, donc c'est tout de même assez courant qu'on soit confronté à ce genre de résultat. Alors on va terminer sur ce qu'on appelle le schéma de Bernoulli, hein. C'est quelque chose qu'on a déjà vu mais sans rentrer vraiment dans les détails. Donc on a vu qu'une variable aléatoire elle suivait une loi de Bernoulli si et seulement si son support était égal à 0,1 et que la probabilité que la variable aléatoire vale 1 était apparentée à la probabilité d'un succès et la probabilité que cette variable soit égale à 0 à la probabilité d'un échec. Or ici dans le schéma de Bernoulli, les xi sont toutes définies par oméga, on dit qu'elles sont mutuellement indépendantes, et le support des variables aléatoires c'est 0,1. Donc on a la probabilité de xi qui est égale à 1 est égale à p, et la probabilité que xi est égal à 0 est égale à 1 moins p. Donc ça c'est, on a ça pour tout i compris entre 1 et n. Donc à partir de là, on va sommer le nombre de succès dans une répétition d'expériences aléatoires indépendantes. Donc l'indépendance des expériences aléatoires se matérialise ici dans ce résultat par l'indépendance des variables aléatoires xi. Et donc on va commencer par calculer le support x de oméga. Alors quand on additionne ces termes-là, comme leur valeur c'est soit 0 soit 1, ben le support ça va être, on va déjà aller à 0, hein, quand tout le monde est égal à 0, quand tout le monde prend la valeur 0 plus exactement, jusqu'à n quand tout le monde prend la valeur 1. Donc pour calculer la loi de x, il nous faut calculer la probabilité que x soit égal à k, lorsque k est un entier qui est compris entre 0 et n, puisqu'on prend un élément du support. Alors si on va un petit peu plus loin, ça veut dire quoi ça? C'est la probabilité que la somme x1 plus etc. plus xn soit égale à k. Donc ça veut dire que dans cette somme-là, il y a k variables aléatoires parmi les n variables aléatoires qui sont ici, qui vont prendre la valeur 1, et les autres vont prendre la valeur moins 1. Donc en fait, cet événement-là, je peux le voir comme l'union de... Alors, ça va être un peu compliqué à écrire, mais on va dire x I1 est égal à 1, inter IK est égal à 1. Donc là, on a k indice pour lequel on obtient 1, inter. Pour les autres indices, on va récupérer 0. Donc je vais dire xi est égal à 0 pour i qui appartient à l'intervalle d'entier 1n, privé de I1, etc., IK. Donc ça veut dire que là-dedans, c'est un peu compliqué à écrire, mais on va prendre k indices de manière quelconque pour lequel on est égal à 1, et les autres indices, on va prendre la valeur 0. Et là, on va varier, évidemment, on va prendre la réunion sur toutes les manières de choisir I1, I2, IK, compris entre 1 et n. Donc on va pouvoir indiquer ça comme ça, strictement plus petit que IK, inférieur ou égal à n.
Donc on peut bien découper cet événement sous cette forme-là. Donc on va pouvoir dire que comme c'est une union d'événements 2 à 2 incompatibles, puisque les termes qui sont ici vont être a priori non tous, le k-uplet qu'on définit ici va différer des autres à partir du moment où je fais varier ça sur les k-uplets ordonnés d'éléments 2 à 2 distincts. Donc la probabilité de l'union de ces événements-là, bah, ça va être la somme des probabilités des événements associés. Donc on va récupérer la somme pour eh bien, des indices I1, etc., IK inférieur ou égal à N, de la probabilité de ces intersections. Or, on sait que la probabilité de l'intersection, puisque les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes, c'est le produit des probabilités des événements associés. Donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser l'indépendance mutuelle pour dire que ça va être la probabilité de cet événement fois la probabilité de cet événement fois la probabilité de cet événement fois la probabilité de tous les événements qui sont ici. Seulement, comme la probabilité que xi1 est égal à 1 vaut p et que toutes les autres ici vont être égales à p, on va récupérer p à la puissance le nombre de fois que cette variable prend la valeur 1. K ici, puisque la somme doit être égale à k. Et les autres probabilités, c'est des probabilités que xi soit égal à 0, qui valent 1 moins p, et cela, je vais en avoir autant que j'ai d'indices dans un n privé de ces k indices-là. Donc je vais avoir 1 moins p à la puissance n moins k. C'est un peu difficile à écrire, mais c'est pas très difficile à comprendre. Cette somme-là, le terme qui est là, il ne dépend pas des indices qui sont ici, donc on est en train d'additionner toujours les mêmes termes. Le truc, c'est donc de savoir combien de fois je les additionne. Comme le nombre de fois que je les additionne, ça revient à choisir des indices pour lesquels je vais prendre la valeur 1, je vais avoir k parmi n manières de choisir ces indices. Ces indices, évidemment, je peux toujours les ordonner a posteriori, puisque ce sont des nombres entiers. Bon ben voilà, la boucle est bouclée. On vient de démontrer que la probabilité que x soit égal à k, c'est k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance 1 moins k. C'est-à-dire que là, en fait, on choisit l'emplacement où on va avoir des succès. Là, c'est la probabilité des succès. Là, c'est la probabilité des échecs. Donc, si on veut une explication moins technique que ce qu'on a fait ici, ça, c'est le choix des indices des succès. Et là, c'est la probabilité des succès. Et ça, on peut bien le calculer comme ça par indépendance. Et ça, c'est les probabilités des échecs. Donc on retrouve évidemment que cette variable aléatoire suit une loi de Bernoulli de paramètres n et p. C'est exactement la définition qu'on avait donnée. Et cette relation-là est valable quel que soit k compris entre 0 et n. Donc ça permet d'éclairer peut-être encore un peu mieux donc, la situation de cette fameuse variable aléatoire binomiale de paramètres n et p. Une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p peut donc être vue comme une somme de variables aléatoires de Bernoulli de paramètres p mutuellement indépendantes. Donc typiquement les situations dans lesquelles on va obtenir ça, c'est par exemple le tirage d'une boule dans une urne. On veut une boule particulière avec évidemment une proportion particulière et on la remet dans l'urne, ce qui fait que les tirages sont complètement indépendants puisqu'à chaque étape la constitution de l'urne est exactement la même. Donc de toute façon on avait déjà vu avant à quoi correspondait une loi binomiale. La grande nouveauté maintenant c'est qu'on est capable de la découper en petites variables aléatoires, en variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait pas mal galéré pour calculer l'espérance et la variance d'une variable aléatoire binomiale. Maintenant, avec les outils qu'on a développés, ça va être beaucoup plus simple, on va le voir. Donc je vais refaire une démonstration du calcul de la variance et du calcul de l'espérance, mais ça va être infiniment plus rapide. On va voir. Donc le résultat de ce corollaire est parfaitement connu, hein. On a déjà démontré ce résultat-là, mais c'est l'occasion de voir que les propriétés sur les variables aléatoires indépendantes, sur les propriétés de l'espérance, les propriétés de la variance, on va justement pouvoir recalculer ces deux objets-là d'une autre manière. Donc on vient de voir qu'une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p, on peut la voir comme la somme de n variables aléatoires mutuellement indépendantes
suivant des lois de Bernoulli de paramètres n, enfin de paramètres p, pardon. Donc les variables aléatoires x1, xn mutuellement indépendantes. Donc on peut toujours découper une binomiale comme ça, mutuellement indépendante. Et donc pour calculer l'espérance de cette variable aléatoire, alors avec ce découpage ça va être du gâteau, puisqu'on sait que l'espérance elle est évidemment linéaire. Donc on va récupérer l'espérance de x1 plus etc. plus l'espérance de xn. Alors on sait bien que l'espérance d'une variable aléatoire de Bernoulli c'est son paramètre. Donc là on va récupérer plus p, plus p, plus p, plus p, n fois, on va donc récupérer np. Pour la variance, comme on vient de démontrer que la variance d'une somme de variables aléatoires mutuellement indépendantes, c'est la somme des variances, on aurait même simplement eu besoin de l'indépendance de ZA2, mais là on a même carrément la mutuelle indépendance. Donc on va récupérer la variance de x1 plus la variance de x2, etc., plus la variance de xn. Or, la variance d'une binomiale, d'une Bernoulli, pardon, décidément, c'est p facteur de 1 moins p. Et ce p facteur de 1 moins p, on va l'ajouter n fois. Donc on va récupérer np facteur de 1 moins p. Donc on récupère comme ça, avec les résultats qu'on a démontrés, très facilement, en décomposant ma variable aléatoire binomiale en somme de Bernoulli, eh bien on récupère très facilement l'espérance de cette variable aléatoire et la variance. Donc c'est une alternative nettement moins compliquée que ce qu'on a pu faire par ailleurs, même si je renie rien du raisonnement, du raisonnement qu'on a fait au début du cours, et c'est un raisonnement qui est intéressant, ça repose finalement l'intérêt de certains calculs de somme, en tout cas ça le contextualise dans un cadre qui n'est pas simplement calculer des sommes. On en a besoin concrètement pour calculer des espérances et des variances. Allez, terminons cette dernière séance de cours en beauté. On va chercher l'exercice numéro 66 de la fiche de TD, où il est question d'un questionnaire qui comporte 20 questions, et on vous dit que pour chaque question, 4 réponses sont possibles, dont une seule est bonne, et on vous dit que chaque réponse rapporte un point. Un candidat répond au hasard à toutes les questions. Ça, c'est la situation, on va dire la situation aléatoire dans laquelle on se place. On appelle x la variable aléatoire qui donne le nombre de points obtenus par le candidat à ce questionnaire lorsqu'il y répond donc de manière hasardeuse, et on vous demande de calculer la loi de y. Alors là, la loi de x, pardon. Donc on est typiquement dans une situation succès-échec, puisque la première question, soit il répond juste, soit il répond faux, la deuxième question, soit il répond juste, soit il répond faux, etc. Alors on va évidemment, comme les réponses sont complètement aléatoires, faire l'hypothèse que toutes les réponses aux questions sont indépendantes l'une de l'autre. Et donc on est dans le cas d'un schéma de Bernoulli, où on répète une expérience aléatoire qu'on peut modéliser en termes de succès-échec 20 fois. Donc il s'agit déjà de dire que x suit une loi binomiale de paramètre 20. Il ne reste plus qu'à calculer la probabilité d'un succès. Étant donné qu'il répond au hasard à il doit cocher finalement dans K en coche et une seule réponse est possible. La probabilité d'un succès c'est donc égal à 1 sur K. Donc notre x suit une loi binomiale de paramètres 20 et 1 sur K. Alors c'est facile de déterminer la loi, puisque là on est vraiment dans le cadre du cours. X de oméga, bien le support c'est 0,20. Ça va de toutes les réponses aux fausses à toutes les réponses aux justes. Et la loi, c'est ce qu'on a vu dans le cours immédiatement, où lorsqu'on a étudié les variables, les lois de variables aléatoires à connaître par cœur. Donc c'est la manière de choisir K questions parmi 20 où il va répondre correctement. Alors le K est plutôt mal choisi. Puisque K c'est le nombre de questions. Donc on va changer, on va mettre un L, ça sera peut-être plus malin. Donc voilà, on va prendre L. La probabilité que x est égal à L est égale, donc il choisit
c'est le choix des L questions où il va répondre correctement. Donc on va rester sur 1 sur k à la puissance L, et la probabilité de l'échec c'est 1 moins 1 sur k, c'est-à-dire k moins 1 sur k à la puissance 20 moins L. Donc voilà la loi de la variable aléatoire x, comment elle se calcule. On peut opérer une très légère simplification, mais moi personnellement je préfère écrire la loi sous cette forme-là, puisque là on voit très clairement que la probabilité du succès c'est 1 sur k et la probabilité de l'échec c'est 1 moins 1 sur k. Donc même s'il y a des simplifications au niveau des puissances, je trouve que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Bon, c'est évidemment pas la première question, le point difficile de l'exercice. Le point difficile de l'exercice, il vient. On vous dit un correcteur pointe, il pointe les questions où le candidat a répondu faux. Il a le droit à une seconde chance et peut choisir une autre réponse parmi celles qui restent. Donc voilà, on corrige le questionnaire, on lui corrige, on lui indique les réponses fausses, et il a le droit à une seconde chance, c'est-à-dire recocher une nouvelle réponse, sachant qu'on a parfaitement indiqué le nombre de questions qui sont fausses, et sur lequel il va pouvoir retenter sa chance. Donc on dit alors qu'il gagne un demi-point en cas de bonne réponse, et on appelle Y le nombre de demi-points obtenus. Donc Y, c'est le nombre de fois qu'il répond juste à une question à laquelle il avait répondu faux. On demande la loi de Y. Alors la loi de Y, évidemment, elle dépend du nombre de réponses où il aura une seconde chance. Comme la variable aléatoire x renvoie le nombre de questions où il a répondu correctement, le nombre de questions où il va retenter sa chance, ça sera donc 20 moins ce nombre de questions. Donc pour calculer la loi de y, on va déjà calculer son support, qui est encore une fois 0,20, parce qu'il peut répondre évidemment faux à toutes les questions auxquelles il a à répondre, et ça peut aller jusqu'à 20. Imaginez, ça va être rare, hein, mais qu'il ait répondu faux à toutes les questions en première intention et qu'il réponde toutes justes en deuxième intention. En tout cas, c'est une situation qu'il faut prévoir, ce qui prouve bien que le support, c'est 0,20. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est calculer la probabilité que y soit égal à j lorsque j est compris entre 0 et 20. Donc je vais me fixer un indice j entre 0 et 20. Et mon objectif, c'est de calculer la probabilité que y soit égal à j. C'est-à-dire la probabilité qu'il réponde correctement à j questions parmi les questions qui restent. Alors évidemment, cette probabilité, on va la conditionner au nombre de questions auxquelles il a répondu juste, parce qu'il faut avoir une petite idée du nombre de questions où il va pouvoir retenter sa chance. Donc là, je vais utiliser la formule des probabilités totales. Donc on va utiliser la formule des probabilités totales assistée au système complet d'événements. X est égal à I, par exemple, où I est compris entre 1 et n. Donc formule des probas totales avec le système complet d'événements des x est égal à i, où i appartient à l'intervalle d'entier 0, 20. Voilà ce qu'on va faire. Donc j'écris la formule des probabilités totales. Ça va me donner la somme pour i variant de 0 à 20 de la probabilité que y soit égal à j, sachant que x est égal à i, fois la probabilité que x soit égal à i. Voilà ce que donne la formule des probabilités totales. Alors ce qui va nous intéresser évidemment, c'est ces quoi-là, c'est cette variable aléatoire, enfin c'est le calcul de cette probabilité-là, puisque celui-là on le connaît parfaitement, hein, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc on va récupérer la somme pour i variant de 0 à 20 a. Alors ici qu'est-ce qui se passe là, on veut savoir, on veut qu'il réponde correctement à j questions. Donc là on sait que dans cette situation il a répondu correctement à i questions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut donc dire que le nombre de questions auxquelles il a répondu faux, c'est 20 moins i. Donc 20 moins i questions concernées. Déjà, ça c'est le premier point. Et donc la probabilité que y soit égal à j, c'est-à-dire qu'il réponde à j questions correctement, sachant que x est égal à i, ce qu'on peut déjà dire,
c'est que cette probabilité-là, elle est nulle, évidemment, si j est strictement plus grand que 20 moins i. Et oui, parce qu'il doit répondre à 20 moins i questions, c'est des questions erronées, il ne peut pas répondre correctement à plus de questions que ce qu'il y a effectivement à répondre. Donc déjà, cette probabilité, elle est nulle. Si, par contre, j est inférieur ou égal à 20 moins i, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On est à nouveau dans le cadre d'une variable aléatoire de Bernoulli, avec comme paramètre 20 moins i, et comme probabilité de succès 1 sur k moins 1, puisqu'il reste k moins une, on va dire, case possible dans lequel il peut cocher. Donc on va récupérer que cette probabilité-là vaut, je n'ai pas prévu à cette place je pense, donc c'est la manière de choisir j endroit parmi les 20 moins i qui restent, bonne réponse. La probabilité d'un succès cette fois-ci c'est 1 sur k moins 1, puisqu'on a déjà paraffé une réponse possible qui a été donnée fausse, et la probabilité donc de répondre à côté c'est 1 moins k moins 1, c'est-à-dire k moins 2 sur k moins 1, et ça il va le faire 20 moins i moins j fois, évidemment on va avoir 20 moins i tentatives, j succès, et le reste en échec. Donc on est dans cette configuration là, ce qui veut donc dire que de fait il y a plein de termes dans cette somme qui vont être nuls. Nous ce qu'il faudrait c'est plutôt regarder ce qui se passe par rapport à i. Donc cette inégalité là elle est équivalente à dire que i est supérieur strictement à 20 moins j. Donc déjà on peut être sûr que lorsque i est strictement plus grand que 20 moins j, on est sûr qu'on va récupérer 0, ce qui veut donc dire que dans cette somme là on peut s'arrêter à 20 moins j, puisque de toute façon tous les autres termes sont nuls. Là on va pouvoir recopier la probabilité que y soit égal à j, sachant que x est égal à i. Cette probabilité on l'a calculée ici. Donc on va récupérer j parmi 20 moins i, facteur de 1 sur k-1 à la puissance j, facteur de k-2 sur k-1 à la puissance 20 moins i moins j. Donc ça c'est la probabilité qu'on a calculée ici, multiplié par la probabilité que x soit égal à i, c'est-à-dire i parmi 20. Alors là je vais laisser la probabilité sous la forme originelle, 1 sur k à la puissance i, k-1 sur k à la puissance 20 moins i. Bon, ça fait une grosse somme à calculer, hein, on va voir, hein, mais c'est en tout cas ce qu'on a à calculer. Allez, c'est parti. Donc, il va falloir faire quelques petites simplifications. Alors déjà, il y a le produit de deux coefficients binomiaux qui peut peut-être s'arranger un petit peu, puis il y a peut-être aussi des choses qui peuvent se factoriser, puisqu'il y a peut-être des termes qui vont être indépendants de i. Alors ça, il va falloir voir. Je vais déjà m'occuper du calcul des coefficients binomiaux. Je vais essayer de les combiner, l'objectif étant de faire apparaître des termes qui ne dépendent pas de i, si c'est possible. Donc on va faire ce calcul. Alors je fais le calcul ici, hein. Donc je vais récupérer j parmi 20 moins i multiplié par i parmi 20. Donc là on n'a plus que la définition. Ça fait 20 moins i factoriel sur j factoriel 20 moins i moins j factoriel, 20 factoriel sur i factoriel 20 moins i factoriel. Donc voilà la question. Je peux simplifier ces deux termes-là, et là je vais pouvoir essayer de recomposer un terme qui ne dépend pas de j. Alors pour avoir un terme qui ne dépend pas de j, je vais évidemment chercher à croiser les termes. Donc là je vais mettre le factoriel 20 ici, le factoriel j ici, et pour faire un coefficient binomial, il me manque le coefficient 20 moins j que je rajoute artificiellement. Donc là j'ai pris ce terme-là, ce terme-là. Donc les deux termes ici, je vais les rassembler, et je vais croiser les doigts que leur différence fait évidemment 20 moins j. Hein. Ben, c'est le cas, hein. Si je fais la différence entre le terme qui est au-dessus et le terme qui est en dessous, je récupère bien le terme i. Hein, puisque 20 moins j moins ce terme-là, ça fait bien i. Donc là, on fait apparaître deux coefficients binomiaux dont l'un ne dépend pas du tout de la variable i. Ce qui veut donc dire que dans ce produit de coefficients binomiaux, je vais en avoir un qui va se mettre en facteur. Donc c'est j parmi 20 qui se met en facteur.
Et par contre, je vais avoir un terme qui, lui, ne va pas se mettre en facteur. C'est le terme qui est ici, puisque lui, il va encore dépendre de j. Donc là, on va sommer pour i variant entre 0 et 20 moins j de... Alors ça, c'est i parmi 20 moins j. Oh, tiens, intéressant. Ça commence un peu comme un binôme. Hein. Il va falloir regarder s'il y a des puissances i et des puissances 20 moins j moins i qui se dégagent de l'expression. En tout cas, pour l'instant, on a géré les deux termes qui sont ici. Alors, pour les puissances, des puissances de k-1, j'en ai combien? J'en ai en dessous, là, j'en ai j. Ici, j'en ai 20 moins i moins j plus j, donc j'en ai 20 moins i. Et là, au-dessus, j'en ai 20 moins i. Oh, il n'y a plus rien qui dépend de k-1. Ça, c'est intéressant. Plus rien ne dépend de k-1. On va regarder du côté de k-2. Ah bah, du côté de k-2, c'est vachement intéressant. J'obtiens comme puissance 20 moins i moins j. Drôlement intéressant, ça. 20 moins i moins j. Des puissances k, j'en ai combien? Donc des k-1, on a dit qu'il n'y en avait plus. Des puissances k, j'en ai juste 1 sur k à la puissance i. Ça aussi, c'est intéressant. Donc là, j'ai une puissance 1 sur k à la puissance i, qui vient bien se combiner avec le terme qui est là. Et là, j'ai aussi un 1 sur k à la puissance 20 moins i. C'est dommage qu'il n'y ait pas un moins j. Alors, bah, quand on dit c'est dommage, en général, c'est qu'on se le rajoute. Donc une puissance k. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Une puissance k à la puissance. Alors j'en avais déjà 20 moins i. Le i, là, je l'ai laissé parce qu'il correspond bien au terme qui est là. Et là, je vais en avoir 20 moins i. Ça, c'est les termes qui viennent d'ici. Puis je vais en recoller moins j. Et je vais faire une opération blanche en multipliant le terme ici par ce qu'il faut, c'est-à-dire 1 sur k à la puissance j. Voilà, donc c'était pas simple, mais là, on a tout recomposé de manière à obtenir quoi? De manière à obtenir ici une formule du binôme, puisque là, je vais avoir du somme pour i variant de 1 à j-1, de i parmi j-1. Là, j'ai un terme qui a la puissance 20 moins i moins j, c'est k moins 2 sur k. Et là, j'ai un terme à la puissance i. Donc là, on est parfaitement dans l'application de la formule du binôme. Alors, je vais poursuivre ici. Donc, si j'applique ma formule du binôme, je vais récupérer ici que la probabilité que y soit égal à j, c'est donc j parmi 20. Le 1 sur k à la puissance j. Et là, cette somme-là, c'est donc la somme de ces deux termes-là. Donc 1 sur k plus k moins 2 sur k à la puissance 20 moins j. Alors quand on additionne ces deux termes-là, qu'est-ce qu'on obtient? J parmi 20, 1 sur k à la puissance j, facteur 2. Alors k moins 2 plus 1, k moins 1, k moins 1 sur k. K moins 1 sur k, c'est à la puissance 20 moins j. Et ce calcul-là, il est valable quel que soit j compris entre 0 et 20. C'est dingue! On obtient, regardez, que y suit aussi une loi binomiale de paramètre 20. Et le paramètre du succès, c'est 1 sur k. C'est fou! Vous avez vu? La variable aléatoire x du départ et la variable aléatoire y où on recalcule ce qui se passe, on se relance une chance pour répondre à nouveau aux questions, eh bien la variable aléatoire y, elle suit exactement la même loi que x. C'est complètement déstabilisant. Néanmoins, c'est ce qu'on a obtenu et c'est juste. On va déterminer maintenant la valeur de k pour que le candidat moyen obtienne une moyenne de 5 sur 20. Donc là, on est en train d'essayer de calibrer notre QCM. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui répond au hasard et pas une note délirante. Hein. Et s'il a 18 en répondant au hasard, en moyenne, c'est quand même pas terrible pour un QCM. Donc on va ajuster le nombre de réponses possibles pour que voilà, le candidat moyen ait une note vraiment pas haute. Ah bah donc il faut déjà définir la variable aléatoire qui va permettre de calculer la note. Cette variable aléatoire, c'est quoi? Bah, il faut déjà qu'on ajoute tous les points qu'il a obtenus en première main. Donc ça sera x, le nombre de bonnes réponses favorables. Et puis ensuite, il y a un demi-point sur les fois où il a répondu correctement aux autres questions, c'est-à-dire aux questions qu'il avait fait faux. Bah, donc ça, c'est la variable y qui va simplement être multipliée par un demi, puisque y, c'est le nombre de bonnes réponses en deuxième main. Et donc, comme chaque bonne réponse rapporte un demi-point, voilà la note du candidat lorsqu'il répond aléatoirement.
Nous, ce qu'on veut, c'est déterminer K pour que la note moyenne soit 5. Donc la note moyenne, le résultat moyen, c'est ce qu'on obtient en calculant l'espérance. L'espérance de n, c'est l'espérance de x plus 1 demi de l'espérance de y. Mais comme y suit la même loi que x, les deux suivent une loi binomiale de paramètres 20 et 1 sur k, l'espérance de y est égale à l'espérance de x, donc on obtient que l'espérance de n, c'est 3 demi de l'espérance de x. Or, l'espérance d'une variable aléatoire binomiale, c'est le produit de ses paramètres, c'est donc la multiplication de 20 et de 1 sur k. Donc au final, notre espérance, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 30 sur k. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir comme valeur de k, donc comme nombre de questions pour que le candidat ait en moyenne 5 sur 20? Bien, donc il faut ajuster k de manière à ce que 30 sur k soit égal à 5. Bien, la valeur de k qui correspond, c'est 30 sur 5, c'est 6. Donc là, on vient de faire ce que ferait, je sais pas, l'ENAC par exemple, ou n'importe quelles écoles où on a un QCM, c'est de définir des règles de réponse, de manière à ce qu'un candidat qui réponde au hasard ait une note qui soit estimée à l'avance. Voilà, donc c'est un joli exercice, parce que vraiment la deuxième question, on ne s'attend pas du tout à ce que la variable aléatoire y de la seconde chance suive exactement la même loi que la variable aléatoire où on répond au questionnaire en première intention. Voilà, qui achève l'année pour le cours, pas pour les TD, mais pour le cours. Voilà, votre année est terminée. On a vu le bout. Sniff.